Sur le port, et ça me permet de le repréciser, et Port de Paris l'a annoncé à chaque fois, et puis alors là, pour le coup, moi je m'y opposerais sinon. Le développement du port dans la partie est de la RN 184 est inenvisageable et impensable sans le prolongement de la francilienne. S'il n'y a pas de desserte autoroutière, c'est même pas la peine de l'envisager. Le port de Paris l'a toujours répété. C'est plus multimodal. Voilà, donc pour le moment, il y a juste la partie ouest en face Andrézy, en gros, sur à peu près 120-130 hectares, qui peut, à un moment donné, même sans prolongement d'autoroute, être aménagée en termes de port, une fois qu'ils auront fini l'évacuation des granulats, l'exploitation, etc. Donc voilà. Donc à partir du moment où la partie est se retrouve libre, effectivement, ils peuvent y installer une partie, le Paris Saint-Germain. Je pense que ça ne gênera pas grand monde. Alors après, que ce soit là ou à Poissy, franchement, moi... Ouais. Bon. Alors, il y a un mot que Pierre a prononcé tout à l'heure, c'est éole. Éole qui fait rêver, ici, notamment dans le Mantois. Moi, excusez-moi de vous couper, Annette, je voudrais juste revenir sur le sujet précédent. Oui. On a aujourd'hui des sites comme le site de Poissy PSA, qui a installé, à travers ce qu'on appelle la synchronisation, a installé un certain nombre de sous-traitants à proximité du site. Qu'est-ce qu'on fait pour les aider? Parce qu'ils ont un vrai problème de transport. Notamment avec le nombre de camions importants, parce qu'on est à plus de 800 camions par jour qui traversent le site de Poissy. Ah ben là, je pense que je suis complètement en phase avec ce que vous dites. Et moi, c'est bien pour ça que j'étais extrêmement moteur, d'ailleurs avec pas mal de mes collègues, pour qu'on puisse prolonger la francilienne et qu'il y ait une desserte convenable du secteur. Parce que je considère qu'aujourd'hui, on est quasiment asphyxié. Et donc, et en plus, la boucle de Chanteloup, pour le coup, se retrouve aussi en situation d'asphyxie. Donc, il y a ce projet de pont aussi entre Carrière et HR. À mon avis, il faut que le Conseil général... HR et Andrézy, puis l'État le décide et le Conseil général le fasse. Sinon, sans prolongement de francilienne, sans pont à Carrière, etc., je ne sais pas comment les gens vont faire. En plus, j'entends le maire de Carrière, que j'aime bien par ailleurs, expliquer que sa ville... Putain de vos amis aussi. Oui, j'aime beaucoup Eddy, mais expliquer que sa ville va se développer de manière importante, il va presque doubler la population, etc., et puis des implantations d'entreprises, éco-entreprises, etc., dans le secteur. Mais s'il n'y a pas d'infrastructure et de... routière notamment. Pour circuler, comment est-ce qu'ils vont se déplacer? Ça, c'est le drame de la politique. Voilà. Contrairement à ce qu'on dit pour la famille... Quand on choisit pas sa famille, mais ses amis. Après, en politique, c'est le contraire. On choisit sa famille, mais pas toujours ses amis. Et Annette. Le problème dans le cadre de l'aménagement du territoire, c'est qu'il faudrait être capable de gérer à la fois les emplois, le logement, on y reviendra, et les infrastructures de circulation. Bon, alors pour nous, qui sommes à l'ouest du Far West, voilà, j'espère que vous avez votre cheval à l'entrée. Pour moi qui suis de la Manche, quand même, la Manche, c'est pas encore le Far West. Hein. On est le Far West de l'Île-de-France. Donc, Éole, oui. Éole, ici, ça fait rêver, ça fait spéculer aussi, d'une certaine façon. On en est où de ce projet pour le moment? Là, vous pouvez plus dire, on ne sait pas. Vos amis sont au gouvernement et vous gérez la majorité au Sénat, vous avez la majorité au Parlement. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes là-dessus. Donc moi, j'ai interrogé directement le ministre Quevillier des Transports sur le sujet. Il m'a répondu, et je pense sincèrement, que c'était pour lui un projet qui était toujours d'actualité et qu'il allait se battre et faire le nécessaire pour que ce projet-là puisse être maintenu. Voilà quelle a été sa réponse il y a quelques semaines au Sénat. Alors, à quel délai? Parce qu'Éole, ça fait des années. Ça, pour le coup, ça va sortir au moment du SNIT qui est en train d'être révisé en ce moment. Je pense qu'on ne peut plus s'inquiéter pour la ligne nouvelle Paris-Normandie que pour Éole, parce que les sondages ont déjà commencé. En fait. Oui, là, je suis complètement d'accord avec ça. Oui. Annette? Alors, on disait infrastructure de transport, on en a parlé. Moi, je voudrais parler un tout petit peu du logement. La loi du flot, 25% de logements sociaux. Je crois que le sénateur Esnol n'était pas tout à fait d'accord avec Madame la ministre sur les 25%. Alors, vous allez être le poil à gratter entre les Verts et les socialistes. Il a réglé le problème, il a viré tout le monde à Conflans des Verts, allez-y. Oui, il y a eu des tensions à Conflans. À Conflans, entre les Verts et le PS, ça n'a pas toujours été facile. Donc, expliquez-nous un petit peu votre position là-dessus. Vous êtes allergique aux Verts ou Non, absolument pas, parce que c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que j'ai une vraie difficulté avec ceux qui les représentent à Conflans, parce que
on a affaire à des gens qui ne sont pas, comment dirais-je, honnêtes dans leur argumentation. Ce ne sont pas des vrais verts. Ouais. Ils sont recyclés. Je sais pas, mais enfin, moi j'ai du mal à travailler avec les gens qui font de la désinformation. Par contre, je m'entends très bien avec mes collègues verts au Sénat. J'ai une très bonne relation avec Ronan Dantec, avec Joël Labbé, etc. Et d'une manière générale, j'étais d'ailleurs en soutien à Mounir Satouri au moment des législatives avec Eva Joly en meeting au Muro. Tout ça, et une sénatrice verte de Seine-Saint-Denis, tout ça se passe très bien. Non, sur la loi du flot, ça n'a rien à voir. Je pense pas que ce soit particulièrement écolo, en plus, cette histoire des 25%. Je pense qu'on l'a mis là parce que justement, on sait très bien qu'une partie des Verts, à mon avis, n'est pas très chaude pour la construction dans l'ensemble. Ce qu'on appelle construction nécessaire pour le logement, ils ont tendance à considérer que c'est du bétonnage. Alors évidemment, oui, en plus, c'est pour ça que je pense qu'on l'a mis là. Mais moi, en tout cas, j'ai tendance à penser qu'il aurait été plus adroit de continuer à imposer les 20%, parce qu'il y a déjà beaucoup de communes qui sont loin d'être aux 20%, et pour le coup, de renforcer sûrement les pénalités sur ces communes-là, qui sont réticentes, plutôt que d'imposer 25%, y compris à des communes qui sont déjà à 20 ou 21%, et pour lesquelles ça va être extrêmement compliqué, avec pour le coup des modalités de rattrapage qui sont quasiment infaisables, quoi. Ouais, bien sûr. Dans des communes comme la mienne, qui n'ont pratiquement plus de réserve foncière, ça va être très compliqué. Et par ailleurs, et comme j'ai pas l'habitude de me cacher derrière la langue de bois, je suis obligé de dire que partout où il y a un certain nombre de difficultés, des problèmes de sécurité, des problèmes de délinquance, etc., c'est là où il y a des logements sociaux. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Et nous, sur Conflans... En même temps, c'est un électorat qui vous est favorable, en général. Oui, d'une manière générale. Mais en même temps, c'est là où on peut avoir un certain nombre de difficultés. Dans bien des endroits, d'ailleurs. Bon. Et donc, moi, je vois à Conflans, on a 20 à 21% qui sont bien répartis sur l'ensemble du territoire de la commune. Parce qu'on a toujours été vigilants, depuis Rocard, à construire suffisamment, mais à faire en sorte que ce soit bien intégré, bien réparti sur le territoire, et de ne pas avoir de ghetto, comme ça peut se produire parfois dans certaines communes. Et bien, malgré ça, j'ai du coup des ennuis un petit peu partout sur le territoire de la commune, et une montée du Front National très importante à chaque élection. Je rappelle juste à nos auditeurs qu'on est avec Philippe Esnol, sénateur maire de Conflans. Annette ou Pierre, à la rigueur? Non, Annette. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de communes qui ne veulent pas de logements sociaux pour les raisons que vous venez d'évoquer et qui utilisent cet argument qu'on entend et qu'on ressasse. Nous n'avons plus de réserve foncière. Bon, vrai ou faux, moi je n'y crois qu'à moitié. Deuxième remarque, il y a quand même un besoin de logement social très fort en France, et notamment dans notre région où la tension est énorme. Alors comment on fait entre les communes qui ne veulent pas, mais qui peuvent payer, celles qui ont déjà leur quota, je pense par exemple à Mantes où nous frôlons les 50%, donc ça va, on a donné. Comment on fait pour pas Mantes-la-Jolie, pas Mantes-la-Ville, mais allez-y. Oui, mais Mantes-la-Ville, on est... Allez-y. Donc comment on fait pour trouver de la réserve foncière coûte que coûte, pour disséminer sur la ville. Il est bien évident qu'on ne peut plus construire les grandes cités, j'ai horreur de ce terme d'ailleurs, les cités, comme on l'a fait dans les années 60-70, il faut disséminer un peu partout. Mais comment on fait dans ces conditions-là? Non, mais moi je suis pas en train de dire qu'il faut pas construire. Je pense qu'il faut pas construire d'ailleurs que du logement social. Je pense qu'on a aussi besoin de beaucoup de logements intermédiaires. Oui, voilà. La situation est telle aujourd'hui qu'il y a peu de rotation du coup dans le logement social parce que le prix de l'immobilier, en particulier dans le privé, est tel que les gens ne peuvent plus en sortir et qu'il n'y a pas beaucoup de dispositifs qui permettent d'avoir du logement, d'accéder au logement intermédiaire, ce qui permettrait de libérer un peu de logement social et du coup de trouver aussi des situations pour les gens en attente. Et pour le reste, je pense qu'il y a quand même beaucoup de communes, même s'il y en a effectivement comme vous, comme Chanteloup, comme d'autres, ou les Mureaux, qui sont bien au-delà des 25%. Ce n'est pas celles-là qui sont concernées évidemment par la loi, mais je pense qu'il y en a beaucoup, alors en particulier dans les Yvelines, qui sont loin d'être à 20%. Donc il faut commencer déjà par travailler sur celles-là et travailler sur une espèce de solidarité au moins des territoires avant de pénaliser celles qui sont déjà au moins 20% et qui respectaient la loi pour le coup. Et quand je dis que nous on n'a plus de réserve foncière, je ne m'engage que pour ma commune, je ne me permets pas de parler pour les autres. Mais pour ce qui concerne Conflans, et je pense que Pierre Cardot ne me démentira pas, on a effectivement pratiquement plus de réserve foncière. Donc évidemment que ça va être compliqué, parce qu'on est obligé
d'en faire dans le diffus, de faire des opérations en plein milieu des zones pavillonnaires, etc. C'est toujours compliqué à vendre, hein, si j'ose dire. Moi, je voudrais revenir juste à l'instant. Vous avez fait un rapprochement qui, pour moi, n'a pas sa place. Vous avez fait le lien direct entre les logements sociaux et la montée du Front National. Or que c'est la misère qui fait monter le Front National. Et notre société, enfin la société de demain, et compte tenu de la crise, est propice à la montée du Front National. Mais oui, mais vous opposez une conception avec ce que j'ai dit, et je pense que mon raisonnement est le même. Je ne dis pas que c'est parce qu'il y a des logements sociaux que les gens se comportent mal, etc. Je dis que c'est parce que les gens qui se retrouvent logés dans les logements sociaux sont en général des gens qui sont en difficulté de trouver un boulot, d'éduquer correctement leurs enfants, etc. Et que du coup, c'est ça qui crée... C'est la misère. Mais bien sûr, c'est pas le fait d'avoir un logement social, on est bien d'accord. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut interpréter les choses. On va pas discuter, mais moi je sais que le vote Front National au sein des quartiers est dans la plupart du temps assez faible. Sur la cité Lannoy à Chanteloup, il est très faible. C'est autour, par contre. Oui, mais je dis la même chose. Voilà. Je dis la même chose. Annette. Donc c'est pas la misère. Moi j'aimerais bien qu'on parle du Sénat. J'aimerais bien, puisque quelque part M. Esnol nous a un peu tendu la perche avec ses relations avec les Verts. Au Sénat aussi c'est compliqué, les relations entre le Parti Socialiste, les Verts, le PC et compagnie. Justement, comment aujourd'hui le Parti Socialiste vit cette situation, puisque a priori et au départ, il y a un bloc de gauche qui progressivement se fissure. Je pense qu'au Sénat, on ne le vit pas forcément très bien. En particulier, avec les Verts, c'est toujours parfois un petit peu compliqué, mais ils sont quand même plutôt partenaires au niveau national. Ils ont quand même des ministres dans le gouvernement, et d'une manière générale, à part sur quelques textes où ils peuvent se désolidariser, en général, ils sont plutôt partenaires. Par contre, avec le Front de gauche et le Parti communiste, alors là, effectivement, c'est très compliqué. Moi, je considère qu'aujourd'hui, ils sont dans l'opposition. Aujourd'hui, mais peut-être pas demain. Justement, sur les Verts, parce que vous le survolez sans véritablement vouloir mettre la main à la pâte, hormis les deux ministres, tout le reste est plutôt dans l'opposition que dans l'équipe gouvernementale, que ce soit chez vous d'ailleurs à Conflans, que ce soit au Conseil régional, que ce soit dans toutes les instances régionales, voire nationales. Il y a un Vert que j'aime beaucoup, c'est Daniel Cohn-Bendit. J'ai cru comprendre d'ailleurs qu'il avait pris un peu ses distances avec certains des leaders français. Et je trouve que sur bien des sujets, je pense par exemple au traité européen, sur lequel il était très favorable, etc. On peut être en phase, y compris avec... mais il est tout seul. Il est tout seul aujourd'hui en phase. De ceux qui ne sont pas au gouvernement, ils sont très peu à soutenir le non, Parti Socialiste. Cécile Duflot, Pascal Canfin et d'autres sont aussi, sur à peu près la même ligne. Il n'est pas tout seul, quand même, je crois pas. Et certains sénateurs verts aussi. La difficulté des Verts, c'est d'avoir leur propre cohérence entre eux. Déjà, parce qu'il y a quand même différents courants qui ne sont pas faciles à saisir. Par contre, je pense que pour ce qui est des blocs communistes... argument, je l'entends, mais vous, Monsieur Cardo, non. vous voulez un peu soutenir le sénateur maire socialiste. Mais non, mais il est objectif, là, Pierre. Je dis ce que je pense, moi, Bon, comme toujours. Non, je crois que par contre, pour ce qui est des communistes, ça va s'arranger dans les mois qui viennent. On approche des municipales. Non, mais vous savez, ce qu'est dit là peut s'appliquer à notre propre camp aussi. Moi, quand je vois un certain nombre de députés socialistes interpeller le gouvernement ou signer, faire des pétitions... Vous parlez de l'aile gauche du Parti Socialiste. Des pétitions pour interpeller le gouvernement, etc. Je suis extrêmement choqué par cette attitude-là. C'est un peu l'auberge espagnole actuellement au Sénat. L'auberge espagnole, c'est pas tout à fait ça. L'auberge espagnole, on y mange ce qu'on amène. Donc, on vote ce qu'on a envie, quoi. C'est le meilleur restaurant de oui, mais on vote ce qu'on a envie. Non, mais pas tout à fait. C'est un vote à la carte, pratiquement, entre les Verts, le PC et l'extrême gauche du Parti Socialiste. Pour les socialistes au Sénat, on le sait. C'est pas comme à l'Assemblée. Aujourd'hui, il y a une majorité absolue. Pour le Parti Socialiste à l'Assemblée, c'est pas le cas au Sénat. Sans les Verts, sans le Front de gauche et sans les radicaux, on n'a pas de majorité, nous, au Sénat. Parce que vous allez être ça va être extrêmement compliqué dans les mois à venir à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, comme au Sénat, puisqu'il va y avoir le fameux accord sur la compétitivité qui arrive, et déjà l'aile gauche du Parti Socialiste se désolidarise totalement de ce qui a été signé et du Parti Socialiste. Moi, je trouve ça choquant. Franchement, je trouve ça choquant. Vous pensez que vous êtes dans une logique un peu à l'achèvement. Vous êtes
vous la fermez ou vous partez? Non, pas complètement, il ne faut pas exagérer. Je pense que chacun peut exprimer son avis, mais de ne pas voter, par exemple, un texte comme celui-là, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, je trouve ça choquant. Parce que, franchement, je ne vois pas quelles sont les solutions alternatives sur la gauche qu'on pourrait proposer à ce que fait aujourd'hui le gouvernement pour essayer de nous sortir de la crise. Mais vous avez pas peur? Moi, je ne les vois pas, je ne les entends pas, et je les trouve toutes démagogiques et sans aucun intérêt. Ça me fait plaisir d'entendre.